Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chers opérateurs économiques, bonjour. Au nom de M. Arnold Akakpo, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de Café Entrepreneur. Le Café Entrepreneur numéro 8, qui nous réunit ce jour mercredi 6 novembre 2024, porte sur la thématique « Comment protéger les entreprises africaines des cyberattaques ». La cybersécurité, un domaine crucial pour protéger les informations sensibles, garantir la confidentialité des communications, éviter des pertes financières dues aux cyberattaques, maintenir la confiance des clients et éviter des conséquences juridiques ou réglementaires. La protection des entreprises africaines contre les cyberattaques est devenue un enjeu crucial à mesure que la digitalisation s'intensifie sur le continent. Face à l'augmentation des menaces, plusieurs stratégies peuvent être mises en place pour renforcer la cybersécurité des entreprises africaines. Notre communicateur du jour nous permettra dans un instant de mieux appréhender tous les contours de la cybersécurité en rapport avec notre continent, l'Afrique. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, l'objectif poursuivi par la CCI Bénin en déployant ce service est de vous fournir, même à distance, des informations pertinentes qui vous permettront de développer votre entreprise. Le thème de ce 8e numéro, rappelons-le, est intitulé « Comment protéger les entreprises africaines des cyberattaques ». Il sera présenté par M. Jean-Michel Zenguezé, expert en cybersécurité, responsable formation 10 000 codeurs. À travers ce webinaire, l'expert nous apprendra sur l'approche efficace à mettre en place pour protéger nos entreprises des cyberattaques. Le déroulé du webinaire se fera en 3 parties. Nous aurons dans un premier temps la présentation du communicateur sur la thématique du jour. En un deuxième temps, nous amorcerons la phase des questions-réponses et enfin, en 3e partie, nous procéderons à la conclusion de ce webinaire. Je vous prie donc de couper vos caméras pour une meilleure fluidité de l'activité et également de couper vos micros pour éviter des interférences. Je suis Job Biao, en service à la CCI Bénin au sein de la cellule de communication. J'invite à présent M. Jean-Michel Zenguezé, expert en cybersécurité, responsable formation 10 000 codeurs, à nous faire sa présentation. Parfait. Merci, M. Biao, pour cette présentation. Encore désolé à nos participants pour ce petit incident technique, je dirais, chose qui arrive malheureusement dans le contenant en direct. Donc, n'hésitez pas à me couper si je parle trop vite. Ça, c'est mon grand défaut. Je parle parfois un peu trop vite, donc n'hésitez surtout pas à me dire moins vite ou alors de reformuler si c'est nécessaire. Voilà, ça c'est dit, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis Jean-Michel Zenguezé. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un honneur de pouvoir discuter avec vous et vous présenter le sujet de la cybersécurité sur le thème défini avec M. Biao, la CCIB du Bénin. Comment protéger les entreprises africaines des cyberattaques. Donc, rapidement, en ce qui me concerne, un petit mot d'introduction sur le premier slide de M. Biao, s'il vous plaît. Je vous propose cette présentation suivant le sommaire suivant. Le premier point, c'est je me présenterai rapidement qui est votre serviteur du jour, donc qui suis-je, exactement qu'est-ce que je fais. On verra ensuite quelques définitions qui me paraissent importantes à avoir en tête. Quand on parle de cybersécurité, il y a souvent un jargon qui est utilisé et puis on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Donc, on va faire un petit point sur des vocabulaires qu'on entend dans le domaine de la cybersécurité, qui est important à avoir en tête. Je donnerai quelques chiffres. C'est toujours bon d'illustrer un peu un propos par des chiffres. Il n'y a rien de plus efficace que les chiffres pour marquer les esprits. Ensuite, on abordera les enjeux. Enfin, l'enjeu principal pour les entreprises africaines dans le domaine de la cybersécurité. Nous poursuivrons par quelques typologies d'attaques qui visent les entreprises en général et africaines en particulier. C'est bon de voir à peu près face à quelles menaces on est exposé. Ça me paraît un élément important.
Et ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut renforcer la cybersécurité des entreprises africaines actuellement, par ce contexte global qu'on a vu. Et on terminera, comme l'a dit M. Biao, par des questions-réponses après cette présentation. Donc, voilà un peu le plan que je vous propose pour cet après-midi. Donc, pour me présenter, moi, je suis Jean-Michel Zenghezé. J'ai une formation d'ingénieur en informatique. Pouvez avancer, M. Biao, s'il vous plaît. Merci. J'ai plus de 25 années d'expérience en informatique, que je pratique ce domaine depuis pas mal de temps. J'ai fait un parcours initial au ministère des Armées, l'armée française. Pendant une douzaine d'années, j'ai travaillé dans l'état-major militaire. Après un passage dans les régiments, j'ai travaillé en état-major militaire pendant plus de 10 ans, 12 ans plus précisément, en tant qu'ingénieur informatique dans la sécurité des réseaux militaires. Ensuite, j'ai travaillé pour des différents services et états-majors, notamment en tant que chef de projet sécurité, en tant que chargé des stratégies militaires, si vous voulez, dans le domaine de la sécurité militaire. Voilà, j'ai fait un petit parcours militaire, en tout cas d'une douzaine d'années. Et ensuite, j'ai quitté le monde militaire pour intégrer le monde privé pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé notamment dans pas mal d'entreprises de services numériques. C'est un peu le sigle que l'on retrouve ici. Donc, pendant une bonne dizaine d'années, effectivement, j'ai assumé plusieurs fonctions de chef de projet, d'ingénieur, de chef de projet, de directeur de projet, de responsable de services opérés, de directeur technique. Voilà, j'ai eu quelques fonctions de technique, managériale, opérationnelle dans ces entreprises. Et en 2018, plus précisément, j'ai décidé de créer ma société informatique. Je fais une start-up de cybersécurité qui s'appelait Proximex, qui était basée à Lyon, dans le sud de la France. Et j'étais dirigeant de cette société pendant 6 ans à peu près. On avait une dizaine d'ingénieurs avec qui on travaillait. Et en 2014, cette année d'ailleurs, au mois de juin, j'ai été approché par une entreprise qui a voulu que j'intègre son groupe. Donc, j'ai intégré le groupe TIPCO, qui est un groupe de cybersécurité qui a voulu que je rejoigne ses équipes pour dynamiser un peu l'activité cybersécurité. Voilà. Donc, j'ai cédé mon entreprise à ce groupe-là, que j'ai intégré également en tant que directeur cybersécurité. Et j'y suis avec mes équipes. Et donc, voilà mon activité actuelle. Et en parallèle de ça, donc d'où notre réunion de ce jour, je suis en même temps responsable de la formation au sein de l'association 10 000 codeurs, que vous connaissez par ailleurs. Donc, il y a une association qui travaille beaucoup dans le numérique, dans la culturation numérique des jeunes Africains. Et puis, je suis très actif dans cette association-là depuis quelques années, 3 ans notamment. Donc, voilà un peu qui je suis, ce que j'ai fait, ce que je fais aujourd'hui et ce que je compte faire dans les années qui viennent. Voilà. Merci, M. Biao. Ensuite, j'ai pensé important de donner quelques définitions de quelques termes qu'on entend très souvent dans le domaine de la cybersécurité. Dans le désordre, je les ai mis un peu comme ça en vrac pour les balayer ensemble. Donc, on entend parler souvent de botnet. On se dit, tiens, c'est quoi ce terme botnet? Ça veut simplement dire que c'est un réseau de robots. C'est-à-dire que les attaquants aujourd'hui, ils mettent en place des programmes informatiques qui sont déployés sur des machines qui sont prêtes à agir au moment venu. Donc, en fait, ce sont des petits programmes malicieux qu'ils ont conçus, qui déploient sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de machines sur Internet. Vous savez que sur Internet, il y a des machines qui sont connectées, mais qui ne sont pas bien configurées, qui ne sont pas bien protégées. Donc, les attaquants arrivent à identifier ces machines-là et à déployer des robots, des programmes malveillants sur ces machines. Ça devient des robots. Ils en déploient des centaines, voire des milliers. Et puis, quand ils montent une attaque, ils appuient sur un bouton, ils disent go, et les robots en question lancent l'action qui était prévue. Ça peut être de l'attaque du service, ça peut être de vol de données, ça peut être de l'envahissement de sites web, si vous voulez. Ça peut être tout type d'attaque potentielle, mais en tout cas, c'est prévu, c'est conçu dès le départ, et ils activent ces robots à la demande. Quand ils ont besoin de mener une attaque de grande envergure, ils les mobilisent en même temps. Donc, voilà un peu ce qu'on entend par le terme botnet, qui veut dire robotnet, donc réseau de robots, tout simplement. Il y a également un terme qu'on entend souvent qui est le mot de DOS ou DDoS, qui veut simplement dire deny of service, ça veut dire indisponibilité. Ça veut dire quoi? Que les hackers aujourd'hui, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils essaient de rendre les services indisponibles. Notamment, ils attaquent des sites web, par exemple, pour les rendre inopérants, ou des applications particulières, ou des messageries, ou des services divers et variés. Donc, l'idée vraiment dans ce type d'attaque, c'est de dire on va inonder un service quel qu'il soit, avec des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de requêtes, et l'équipement en face, s'il n'est pas dimensionné en conséquence, eh bien, il tombe. Quand on a prévu un site web pour avoir 100 connexions par jour et qu'il en reçoit 10 000 à la seconde, bon, il n'est pas supposé soutenir la charge, il tombe en panne. Il tombe, il n'arrive pas à servir parce que les performances ne sont pas prévues pour. Et c'est valable pour des sites institutionnels également, ou des sites en mode web, quel qu'il soit. Ils peuvent être envahis par un volume important
de requête, ce qui fait que le service, il tombe. Donc, c'est un modèle également d'attaque qui permet de rendre les services Internet indisponibles. Ça s'appelle DOS ou du DDoS. DDoS, c'est pour du dynamique, mais c'est le même principe. Un autre thème à préciser également, c'est tout ce qui est pen test. Ça veut simplement dire des tests d'intrusion. Donc, c'est des actions qui permettent de tester si une entreprise, une application, un réseau est robuste, c'est-à-dire est bien configuré et ne possède pas de failles, de vulnérabilité. Donc, ça permet de voir si un attaquant peut accéder à votre système d'information en passant par les ports que vous avez officiellement ouverts, votre messagerie, votre site web, et puis des applications qui sont publiées, par exemple, sur Internet, etc. Donc, j'essaie de voir s'il peut passer par les canaux officiels et arriver à récupérer l'information ou à avoir des actions malveillantes dans votre système d'information. C'est ce qu'on appelle les tests d'intrusion, les pen tests. Un autre thème qui paraît important, c'est ce qu'on appelle les failles de sécurité. Bon, comme son nom l'indique, ça veut simplement dire que voilà, c'est le système d'information qui comporte des vulnérabilités, des faiblesses, des failles qui sont apparues parce qu'on s'est rendu compte que l'application, le logiciel en question n'a pas été bien conçu. Il a été codé de manière à ce qu'il peut avoir des failles en son sein, qui permet effectivement à un attaquant de pouvoir prendre le contrôle de l'application, ou alors s'en servir pour extorquer des données, ou alors pouvoir compromettre le système d'information. Donc, c'est des failles qui sont souvent dues au fait que les systèmes ne sont pas assez mis à jour. Et effectivement, ça peut comporter des failles qui sont découvertes plusieurs mois, voire plusieurs années après. Et effectivement, ce sont des failles pour les entreprises qu'il faut corriger. La ransomware, bon, vous savez ce que c'est, on ne va pas revenir dessus. L'ingénierie sociale, donc c'est vraiment toute cette capacité à pouvoir récupérer l'information sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que les gens déposent volontairement sur leur vie privée, sur leur vie professionnelle sur Internet, via les réseaux professionnels, via les réseaux privés, via les sites où ils vont faire des achats, ils étalent un peu les réseaux sociaux, hein, ils publient leur activité, leur métier, leurs vacances, etc. Donc, les hackers sont capables de reconstituer comme ça le parcours de vie de quelqu'un, où est-ce qu'il travaille, depuis quand, qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il est en vacances, voilà. En fait, c'est la récolte d'informations sur la vie des internautes qui permet ensuite de pouvoir les attaquer de manière mieux ciblée. Le MFA, ça veut simplement dire Multi-Factor Authentication, ça veut dire que c'est une authentification qui est renforcée. Au lieu d'avoir une authentification simple par mot de passe, quand on va par exemple se connecter sur son compte bancaire, on peut effectivement avoir des doubles authentifications sur le site web et puis via son mobile, ou alors via une adresse email, un code envoyé sur une adresse email. Voilà, l'idée c'est de renforcer l'authentification avec des techniques de double authentification qu'on appelle MFA, Multi-Factor Authentication. Dernière chose à préciser, c'est ce qu'on appelle les VPN. Donc, certains d'entre vous connaissent ces termes-là. Ça veut dire simplement, c'est les réseaux privés virtuels. Ça veut dire simplement qu'on permet de mettre en place des canaux de communication chiffrés entre les entités. Une entreprise qui a des sièges un peu partout, au Bénin, au Mali, au Nigeria, peu importe où, peut dire, je veux rendre mes canaux de communication entre le siège et mes différentes filiales chiffrés pour qu'aucune donnée ne puisse être, pour garantir la confidentialité des données, l'intégrité, et puis renforcer la sécurité de ces données informatiques. Donc, ce sont des tuyaux dans lesquels tout ce qui transite est chiffré. Ça garantit le fait qu'effectivement, l'entreprise peut travailler de manière sereine sans qu'il soit possible de pouvoir capter les informations. Sinon, il faut les déchiffrer et ça, c'est compliqué à faire. Voilà, j'en ai terminé sur ces termes-là. Il y a le phishing que vous connaissez bien, qui est simplement la capacité à pouvoir, c'est de l'hameçonnage, permettre de pouvoir appâter les gens via des mails intéressants sur des promotions, sur des informations qui peuvent les intéresser, sur des produits achetés, etc. Donc, ça, c'est des techniques assez courantes qui sont des vecteurs d'attaque très, très importants. Dernier élément, c'est les pare-feux. Ce sont des équipements de protection des entreprises. Voilà. C'est comme une box Internet qu'on met devant son entreprise. Voilà, ça permet de filtrer les accès entrant et sortant de l'entreprise. C'est un point de contrôle que la plupart des entreprises ont aujourd'hui dans leur entité, qui permet de filtrer tout ce qui rentre. La messagerie, les accès Internet, les connexions des nomades, des commerciaux, des managers, des salariés, etc. Voilà. C'est vraiment un équipement de protection frontale que l'on déploie en entrée d'une entreprise au même niveau que la box Internet, juste derrière, pour permettre de filtrer qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de l'entreprise. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, mais c'est assez important de vous donner ce petit vocabulaire qui est quand même un vocabulaire qu'on entend souvent, de ransomware ou malware, etc. Donc, pour poursuivre, quelques chiffres qui me paraissent importants. Je ne vais pas en donner 150, mais déjà le premier chiffre, l'impact de la cybersécurité pour les entreprises africaines. Les chiffres des analyses ont montré qu'il y a à peu près 10% de perte du PIB du continent qui est lié aux cyberattaques. 10%. Un dixième. C'est immense, c'est vraiment beaucoup.
C'est-à-dire qu'on perd des milliards chaque année suite aux conséquences des cyberattaques. Un autre chiffre important, c'est 23% d'augmentation de la cybercriminalité en une année, 2023-2024. 23%. Donc, un cas d'augmentation de la cybercriminalité sous toutes ses formes. C'est impressionnant. Un autre chiffre important, c'est le nombre d'attaques par semaine. Aujourd'hui, sur le continent, il y a près de 3000 attaques par semaine. 3000 attaques, de toute taille, visant tout type d'entreprise, de tout secteur d'activité, de toute taille, etc. Près de 3000 par semaine. C'est immense. Et ce n'est pas fini. Ces chiffres sont croissants, ils vont en progression. Il y a encore un an, on était à 1500, là, ça a doublé en 2 ans. Voilà. C'est des chiffres qui sont impressionnants. L'extorsion en augmentation de 110%, donc tout ce qui est extorsion, fraude financière, bancaire aux produits ou services, donc 110% d'augmentation. Et un dernier chiffre, je ne vais pas vous abreuver des chiffres aujourd'hui, mais voilà, c'est un chiffre qui est important, c'est 3,5 milliards de pertes directes liées à la cybersécurité par an. 3,5 milliards de dollars de pertes directes liées aux cyberattaques sur le continent. Et également, ces chiffres-là sont en croissance exponentielle. Donc, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais si vous voulez qu'on prenne conscience que la cyberattaque, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire qu'on raconte, c'est la réalité. C'est la réalité. Et ça a un coût important pour nos économies, nos États, et c'est un élément qui est à prendre en compte et qui est un sujet crucial, comme disait M. Biao tout à l'heure. Ensuite, les victimes des attaques aujourd'hui, par secteur d'activité, le monde de la finance et les télécoms sont les leaders, sont vraiment les premiers types d'entreprises qui sont attaqués aujourd'hui par les pirates informatiques, simplement parce qu'ils ont de l'argent. Les financiers, les banques, les assurances, ça base de l'argent, comme on le sait tous. Donc, c'est des éléments qui intéressent beaucoup les pirates informatiques. Le secteur des télécoms également est très important et très attaqué parce qu'effectivement, ce sont des éléments structurants. Quand on attaque un opérateur télécom, on attaque tous ses clients, on attaque tous ses fournisseurs, on attaque ses partenaires. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont critiques parce qu'ils permettent d'irriguer un nombre important d'États, d'entreprises, de partenaires. Donc, faites tomber un opérateur télécom, on fait tomber les réseaux, il n'y a plus rien qui marche, ou très, très peu. Donc, c'est pour ça que les hackers ciblent les opérateurs télécoms. Ensuite, on a le gouvernement, les États, qui sont attaqués à 12% des cas. Les institutions sont également attaquées, on ne verra pas la suite. Ensuite, il y a le monde industriel de la fabrication, donc le monde des usines, des entreprises de fabrication, de la production. Ensuite vient l'éducation et la santé. Mais voilà, on remarque une vraie tendance des hackers à cibler les finances, le monde financier, le monde des télécoms et les institutions. Un autre point important, c'est de voir comment est-ce que les attaquants, quels sont les types d'attaques, les types de menaces cyber qui ont prévalu en 2024. On a notamment les ransomware, qui sont vraiment un élément important, qui permet d'exfiltrer la donnée, mais de déposer sur des entités des programmes malicieux, des malwares, qui permettent ensuite de récupérer l'information via demande de rançon, bien entendu, hein, mais c'est moins le premier vecteur d'attaque aujourd'hui qui est mis en œuvre par les attaquants. Il y a également les fraudes au virement, donc c'est moins les fraudes de paiement, les paiements frauduleux qui ont lieu sur les sites Internet, qui est également un élément très important. Il y a également les malwares en tout genre qui gagnent en sophistication. Donc, c'est plus simplement une ransomware qui permet de demander une rançon après avoir chiffré un système d'information, un disque dur, un serveur, un PC. Il y a également les malwares qui permettent de prendre le contrôle des systèmes d'information, introduire un malware dans une entreprise, sur ses équipements, sur ses réseaux, sur ses équipements d'authentification, sur ses serveurs, permet effectivement de prendre le contrôle, de pouvoir modifier des comptes, de modifier des droits, faire des virements bancaires, faire des virements, sortir des fichiers, détruire des sauvegardes, voilà. L'idée, c'est vraiment que les malwares aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués et permettent de prendre la main, prendre le contrôle quasiment sur une entreprise si on a pu passer à travers. Il suffit de cliquer sur un fichier un peu malveillant qui comprend un code malicieux, et bien effectivement, on peut avoir des conséquences catastrophiques. Il y a un autre point qui est important également, c'est l'essor de l'intelligence artificielle, qui est vraiment un élément très important, à double tranchant, comme je disais tout à l'heure dans le document, c'est que ça permet aussi bien aux entreprises de se protéger de manière plus efficace, mais ça permet aussi aux attaquants d'être plus efficaces et plus rapides et plus pertinents. Donc, c'est vraiment un double tranchant. C'est aussi intéressant pour les entreprises de se protéger, mais aussi pour les pirates d'aller plus loin, plus vite et plus fort. Donc, c'est vraiment un élément qui joue dans les deux sens. Et les menaces, c'est également tout ce qui est lié. Les menaces, c'est ce qui est lié au activisme politique. Donc, c'est vraiment le mouvement des entreprises de déstabilisation qui existent à travers le monde. Il y a la Russie, il y a la Chine, mais pas que. Les États occidentaux également sont très actifs dans ces domaines-là, qui permettent de pouvoir mobiliser des militants pour défendre des causes, pour déstabiliser les États, pour persuader les élections qui ont lieu dans certains pays, etc. Bon, c'est vraiment un canal, effectivement, qui est à prendre en compte.
Ça permet carrément d'avoir une action forte, dimensionnante pour un État s'il n'est pas protégé suffisamment, en termes de désinformation, en termes de divulgation de fausses nouvelles, en termes de complotisme, en termes de risque politique ou sur les élections. Donc voilà un peu des éléments le top des menaces aujourd'hui en 2024 qui concernent essentiellement l'Afrique, mais pas que. Donc, voilà quelques chiffres qui me paraissent importants de vous partager parce que les discours, c'est bien beau, mais les chiffres parlent également. Et je voulais aborder ces points avec vous. Ensuite, quel est l'enjeu pour les entreprises africaines aujourd'hui? Je vous ai mis quelques points qui me paraissent importants. Tout d'abord, le contexte général. Vous le savez, je vais quand même le dire, aujourd'hui, les menaces sont grandissantes et de plus en plus sophistiquées. On a parlé précédemment de l'avènement de l'intelligence artificielle qui permet effectivement d'avoir des attaques de plus en plus fortes. On peut attaquer désormais des milliers de sites en un clic. On peut déployer des solutions, des malwares très avancés, très sophistiqués, très très loin, à l'autre bout du monde, en très peu de temps, à grande échelle. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans. Il y a 5 ans, les attaquants procédaient de manière automatisée, mais pas à ce point-là. Aujourd'hui, on peut déployer des milliers d'attaques en quelques secondes à des échelles impensables. Donc, c'est quand même un élément qui est à prendre en compte. La volumétrie d'attaque potentielle et la sophistication des outils d'attaque sont de plus en plus importants. Un autre point important également, qui dans le contexte général, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à avoir une visibilité claire sur les périmètres à surveiller. C'est-à-dire quoi? Une entreprise de 5 salariés, 10 salariés, elle a une vision claire de ce qu'elle fait, elle connaît ses serveurs, ses postes de travail. Mais imaginons une entreprise, une banque, un État, une grande entreprise qui a des centaines de salariés, des milliers de salariés, avec des milliers de postes de travail, des milliers de serveurs, des centaines de serveurs, des téléphones mobiles, professionnels ou privés, des serveurs dans le cloud, sur site, les applications sur site dans le cloud, voilà. Et tout ça, il faut les protéger. Aujourd'hui, la diversité des environnements informatiques font que c'est pas facile de savoir exactement combien de PC j'ai, combien de PC sur quelle version de logiciel, parce qu'il faut les patcher, il faut les mettre à niveau, etc. Donc, 1% de 100, ça fait 1. 1% de 10 000, ça fait 100. Donc, voilà, on passe tout de suite à des échelles qui font que très vite, une entreprise peut avoir des centaines de composants qui ne sont pas au bon niveau, qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas bien configurés et sont autant de failles pour les attaquants. Donc, ce manque de visibilité précise est un élément important à avoir en tête. Ensuite, nous avons les problèmes de ressources, de compétences aujourd'hui. Il y a une pénurie mondiale en termes de ressources en cybersécurité. C'est une vraie pénurie systémique. Les écoles n'arrivent pas à produire assez d'ingénieurs informatiques ou de techniciens informatiques pour absorber la demande. Il y a une demande qui est de plus en plus forte. Mais les écoles, les institutions, les États, que ce soit ici, aux États-Unis, en Asie, ont du mal à produire assez d'ingénieurs pour répondre à la demande. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'il manque les ressources. Les expertises sont rares, elles sont peu nombreuses et c'est compliqué d'avoir les bonnes compétences au bon niveau. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Ensuite, nous avons également des éléments, notamment tout ce qui est digitalisation croissante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est dans le cloud, tout est digitalisé, tout se fait via Internet. Le crayon papier, c'est de moins en moins présent, donc tout donne une application Internet, une application mobile, etc. Donc, on digitalise tout, la gestion du travail standard, les notes de frais, la comptabilité, la facturation, la production. Bref, aujourd'hui, on est dans un monde totalement digitalisé et on passe d'un monde informatique standard à un monde full digitalisé. Voilà. Il n'y a plus rien quasiment en mode crayon papier. Tout est sur le web, tout est sur Internet. Ensuite, il y a un aspect qui est important également, qui rend le contexte général complexe. C'est le fait qu'aujourd'hui, on externalise de plus en plus son informatique. Les entreprises aujourd'hui font appel à des partenaires, à des infogérants, à des sous-traitants pour gérer leur paye, leur comptabilité, leurs ressources humaines, leurs services de production, leurs notes de frais, leurs services de suivi des livraisons. Bref, peu importe le secteur d'activité, très souvent, il est plus intéressant économiquement de faire appel à un partenaire tiers qui sait le faire dans le métier. Et les entreprises, donc, du coup, délocalisent de plus en plus les services vers ces partenaires tiers. Donc, elles font de moins en moins, ce qui n'est pas important pour elles. Elles gardent le cœur de métier en termes d'activité principale, mais tout le reste est sous-traite parce que ce n'est pas le cœur de métier. Donc, du coup, on est tributaire de nos partenaires tiers parce qu'on a délocalisé une partie de l'activité chez elles. Elles gèrent notre facturation, notre paye, mais on n'a pas la main, c'est elles qui gèrent tout. Donc, si on se fait attaquer, on se fait attaquer. Donc, on est dépendant de notre écosystème de partenaires et ça joue beaucoup dans la sécurité des entreprises. Plus le nomadisme, effectivement, on fait tout à distance désormais avec
son téléphone portable, on accède à l'entreprise, aux applications métiers, au reporting, aux éléments de chiffrement, aux éléments chiffrés, aux chiffres, aux éléments de commerce, aux documents importants, aux factures, aux devis, aux contrats, bref. On accède à tout depuis chez soi, depuis la rue, depuis n'importe où. Et ça également, c'est une faille de sécurité parce que si on n'est pas protégé comme il se doit, eh bien, on accède à des informations sensibles avec des canaux non chiffrés et non protégés. Donc, c'est également un risque supplémentaire en termes de cybersécurité. Et le dernier point, c'est la convergence IT-OT, ça veut dire simplement informatique classique et informatique industrielle. Aujourd'hui, vous avez des entreprises, des usines de production qui travaillent sur, il y a des équipes qui travaillent sur leur PC classiquement, et à côté, il y a l'usine, il y a des automates, il y a des robots, il y a des machines connectées, etc., des objets connectés, des caméras, des douchettes, bref, tout un ensemble d'équipements, d'appareils automatiques, des robots de production qui doivent communiquer ensemble. Donc, il y a effectivement ce lien entre l'informatique classique qu'on a connu, hein, des ordinateurs, des PC, des serveurs, et le monde industriel qui aussi a besoin d'être de plus en plus piloté par l'informatique, piloter les automates, piloter les usines, piloter les machines. C'est ce qu'on appelle le monde industriel. Et cette connexion rend la protection de plus en plus compliquée. Parce que ce n'est pas les mêmes protocoles, ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes process, etc. Donc, il y a cette vulnérabilité du fait que le domaine est interconnecté désormais entre l'IT et l'outil. Ensuite, la menace évolue. Donc, j'ai voulu présenter ce petit slide sur l'évolution de la menace qui dit que là, sur le côté gauche, vous aviez la colonne type de menace, vous avez les virus, les spyware, donc ça, c'est ce qu'on a connu tous ensemble depuis une quinzaine d'années, les virus 10-15 ans, c'était sur la base de simples virus. Désormais, on est passé sur du phishing, la capacité à pouvoir nous attirer via des mails bien intéressants, bien suspects pour pouvoir nous faire cliquer sur des liens qu'on n'a pas souhaité forcément, et avec des malwares embarqués dessus, des petits programmes malveillants qui sont capables de copier les mots de passe, voler la donnée, supprimer la donnée, détruire de la donnée, prendre le contrôle des systèmes d'information, etc. Ensuite, on a également les passés au grade supérieur qui sont appelés les ciblés, c'est-à-dire pouvoir attaquer un site web d'une entreprise en s'assurant que, en vérifiant si le site web a été bien développé. Quand on publie un site web sur Internet, si le site web est connecté à une base de données client, par exemple, ou une base de données de matériel, d'information de l'entreprise, mais si le site web est mal développé, eh bien, l'attaquant peut, en se connectant sur le site web, aller interroger la base de données client sur laquelle le site web s'appuie. Donc, des attaques beaucoup plus ciblées qui tiennent compte du fait qu'effectivement, certaines applications publiées ne sont pas bien protégées et on peut passer à travers elles pour accéder au système d'information et prendre le contrôle d'un serveur ou d'une application ou d'un équipement réseau, etc. Donc, ces attaques ciblées. Et maintenant, on a ce qu'on appelle les malicious users, les utilisateurs malicieux, c'est-à-dire on est capable aujourd'hui de pouvoir gérer le comportement des utilisateurs qui sont plus ou moins malveillants. C'est-à-dire on peut analyser comment est-ce qu'un utilisateur se comporte en voyant les traces de ce qu'il a fait. Il s'est connecté à quel équipement, quand, qu'est-ce qu'il a fait, il a cliqué sur quel lien, etc. Donc, on arrive à avoir des attaques de ce type aujourd'hui qui sont assez efficaces. Et enfin, on a ce qu'on appelle les APT, ce sont les attaques persistantes. C'est le cœur du dispositif. Aujourd'hui, c'est moi les attaques qui sont les plus douloureuses des entreprises. C'est-à-dire que les attaquants sont capables de mettre en place des attaques sur plusieurs mois. Ce n'est plus une attaque d'un ransomware qu'on envoie via un mail et puis on attend pour voir si l'utilisateur clique sur le lien. C'est des attaques avancées, c'est-à-dire que l'attaquant déploie sur votre site un petit programme malveillant, inoffensif, qui permet simplement de voir ce qui se passe dans l'entreprise et puis il laisse couler le temps, il laisse passer du temps, il ne fait rien. Le programme il est malveillant, il se rend quasiment invisible et puis ils attendent. Et puis quelques semaines après, il réactive le programme qui passe à l'étape supérieure pour voir s'il peut découvrir le réseau et voir où sont les sauvegardes, où sont les applications critiques, où sont les serveurs financiers, etc. Il repère les adresses et puis les renvoie chez lui et puis il reste inactif pendant des semaines. Et puis après, l'étape d'après, c'est voir comment il peut prendre le contrôle de compte administrateur de l'entreprise pour voir quels sont les mots de passe présents, sur les données sensibles, comment est-ce que les comptes sont, où est le compte du PDG, du comptable, etc. Donc, ce sont les attaques qui sont très, très finement construites, qui sont déployées de manière très, très habile, qui prennent du temps et qui ont des conséquences dévastatrices et qui sont très sournoises. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui des attaques qu'on ne peut pas détecter avec un antivirus habituel, avec un anti-malware habituel, parce qu'elles procèdent d'un comportement très spécifique que les antivirus habituels ne savent pas lire. Un programme qui se déplace, qui change de nom, qui se déplace d'un serveur à un autre, etc. Ça laisse très peu de traces, c'est inactif pendant plusieurs semaines, etc.
et les conséquences, quand elles sont activées, sont très importantes. Donc, voilà un peu un petit point sur l'évolution de la menace que je voulais vous partager. Pour dire qu'on passe d'un modèle ancien où on avait un programme malveillant, un attaquant qui lance une action, et puis on essaie de bloquer avec un antivirus, à désormais des attaques avancées qui sont liées au comportement de l'attaquant, qu'on ne peut pas identifier facilement parce qu'il laisse peu de traces, il est sournois, il s'étale dans le temps, parfois pendant plus de 6 mois, et après, quand il est activé, eh bien, il a des conséquences dévastatrices. Donc, voilà un peu ce à quoi aujourd'hui on a affaire. Et pour contrer ce type d'attaque-là, il faut analyser le comportement des programmes. C'est plus simplement un programme que j'ai découvert, c'est vraiment analyser le comportement de ce qui tourne sur un poste de travail, sur un serveur, etc. Donc, voilà un peu l'évolution de la menace que je vais vous partager. Et pour revenir au contexte spécifique de l'Afrique, les éléments qui ressortent des différentes enquêtes, des différentes études, des différents rapports, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, on manque cruellement de sensibilisation des utilisateurs, des entreprises. Les gens savent qu'il y a des fraudes Internet, c'est vrai. Les gens ne sont pas sensibilisés aux bonnes pratiques, aux bons usages, aux bonnes postures. Et donc, il y a ce manque de sensibilisation. Les gens pensent que bon, ça arrive qu'aux autres, mais non, ça arrive à tout le monde. Donc, ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Le manque de sensibilisation qui n'est pas suffisant, aussi bien du point de vue des managers, des chefs d'entreprise, des responsables, que des équipes techniques. C'est vraiment un process global. Et aujourd'hui, les rapports indiquent qu'effectivement, il y a ce manque de sensibilisation qui est aujourd'hui très présent en Afrique. L'autre sujet, c'est les infrastructures qui sont vulnérables. Aujourd'hui, on n'a pas mis assez de moyens en Afrique, dans certains pays, bien sûr. Quand je dis Afrique, je ne veux pas mettre toute l'Afrique dans le même panier. C'est assez spécifique, mais l'idée, c'est de dire que de manière générale, on constate qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'infrastructures qui sont passées protégées parce que ça coûte de l'argent, parce que les gens ne sont pas sensibilisés, parce que ce n'est pas la priorité de certaines entreprises ou certains États. Donc, il y a aujourd'hui des infrastructures qui sont assez vulnérables, des sites bancaires, des sites institutionnels qui sont attaqués. Et ça, c'est quand même le signe qu'on n'a pas mis assez d'énergie dans des infrastructures critiques ou d'État. Donc, sur la classe assez vulnérable. Autre point sont les investissements. La sécurité coûte un certain coût. Elle coûte de l'argent. Il faut investir. Et c'est un centre de coût. Ça ne rapporte pas d'argent, pas dans les médias, ça protège, mais c'est souvent perçu comme un investissement qui coûte de l'argent. On peut faire investir dans une nouvelle machine, dans un nouveau serveur, mais acheter des licences antivirus, anti-malware, on hésite un peu parce que, bon, on va mettre un antivirus, mais rien de plus. Comment on va protéger après les accès distants? Comment on va renforcer la politique d'authentification? Comment on va protéger la messagerie? Comment on va protéger ces données sensibles via le chiffrement? Donc, tout ça, ça paraît être des coûts excessifs et du coup, on n'investit pas assez. Sinon, on investit de manière à minima et ce n'est pas suffisant. Et enfin, le cadre réglementaire n'est pas suffisant aujourd'hui. La conférence de Malabo, qui avait pour but de pouvoir regrouper un ensemble de pays africains autour d'une réglementation commune pour pouvoir mettre en avant des objectifs clairs en termes de souveraineté des États, en termes de politique de gestion des données personnelles, en termes de cloud souverain, etc. Elle a pris beaucoup de temps, elle a encore pris de retard. Certains États n'ont pas signé cette convention. Donc voilà, le cadre réglementaire n'est pas encore totalement abouti. Chaque État fait un peu ce qu'il veut dans son coin. C'est bien, mais il n'y a pas cette consolidation parce qu'aujourd'hui, les frontières en termes de cybersécurité, ça n'existe pas. Les attaquants, ils sont partout. Ils ne se soucient pas des États, ils attaquent. Donc, il faut qu'on ait une réponse commune au niveau africain. Et aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Les conventions ne sont pas, le cadre n'est pas assez poussé, assez avancé. Et il y a encore des efforts à faire dans ce périmètre-là. Donc, voilà un peu les éléments spécifiques. On a vu précédemment le contexte général. On peut revenir en arrière, s'il vous plaît, M. Biaou? Voilà. On a vu le contexte général sur les compétences, la complexité, etc. Le contexte spécifique sur la sensibilisation, sur les investissements, sur les infrastructures qui sont vulnérables et les états, le cadre réglementaire qui est avancé aujourd'hui. Donc voilà un peu le contexte spécifique que je veux partager. Ensuite, l'actualité. Donc j'ai mis tout ça en vrac, j'aurais pu mettre encore plus. C'est les attaques récentes qui datent de quelques mois à même pas une année. Ça date sur les 12 derniers mois, j'ai pris quelques sites, quelques attaques emblématiques qui ont frappé des entreprises africaines. La Banque de Zambie s'est fait attaquer il y a quelques mois, avec des conséquences assez graves. La Banque Africa du Mali a subi le même dégât il y a quelques temps. Les ministères ougandais ont subi une vague d'attaques il y a quelques mois également. Ils ont attaqué le ministère des Finances, le ministère des Télécommunications. Ils ont attaqué une dizaine de ministères en Ouganda en quelques semaines. Les dégâts étaient considérables. Les services ne marchaient plus. Les services digitalisés étaient hors service. La Banque d'Angola a également subi une attaque massive. Cela a coûté des millions de dollars. Les forces armées ivoiriennes ont également subi des attaques récemment, paralysie pendant quelques temps.
En Afrique du Sud, Onde Floatware, c'est une entreprise c'est un fonds financier de capitalisation boursière en Afrique du Sud qui a été attaqué il y a quelques mois également. Il a perdu près de 5 millions de dollars. TransUnion, c'est un opérateur sud-africain également qui a été attaqué il n'y a pas longtemps. Le siège de Porsche en Afrique du Sud également a été paralysé pendant plusieurs semaines via un prestataire avec qui il travaillait. En Éthiopie, ils ont attaqué des institutions gouvernementales. Le Sénégal, tout récemment, l'agence de télécom du Sénégal a été attaquée. Le secteur électrique au Ghana est attaqué il n'y a pas longtemps. Ghana, et voilà, j'arrête la litanie, mais j'aurais pu mettre encore 10 pages similaires. C'est une litanie sans nom qui prouve qu'aujourd'hui, qu'on soit institution, qu'on soit entreprise bancaire, qu'on soit entreprise privée, gouvernementale ou militaire, les attaqués attaquent tout. On a tous des sites web, on a tous des applications publiées sur Internet, les attaques. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de continent, il n'y a pas de frontières. Ils attaquent tout le monde. Et dernier point pour revenir là-dessus, monsieur Bia, s'il vous plaît. C'est le slide précédent? Non, celui d'avant. Celui d'avant. Oui, un petit commentaire. Ça, ce sont les entreprises ou les États qui ont communiqué sur les cyberattaques. Ça, c'est les grandes entreprises, les banques, parce qu'elles ne peuvent pas cacher. Quand on n'a plus accès à une banque, quand elle est disponible pendant plusieurs jours, on le sait. Donc, ces entreprises-là ont communiqué sur ce qui leur est arrivé, parce qu'elles ne pouvaient pas le cacher. Mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a de nombreuses entreprises qui se font attaquer, qui ne communiquent pas parce qu'elles sont pas assez grosses, les médias ne s'intéressent pas à elles, donc elles disent rien, elles souffrent en silence, et quelques mois après, elles mettent la clé sur la porte et déposent le bilan parce qu'on a perdu sa base de clients, qu'on a payé une rançon, qu'on n'a pas de sauvegarde, on a perdu l'ensemble de ces contrats clients. En termes d'image, c'est une catastrophe. Elle ne peut pas reconcilier cette information. Les clients qui sont pénalisés, ils vont voir ailleurs. Donc voilà. Donc on a vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Et il y a des milliers d'entreprises qui ne communiquent pas, qui ne disent rien parce que c'est trop tard, elles sont détruites et on n'en parle pas. Donc, il faut avoir ça en tête, c'est que là, on n'a que la partie visible, il y a une grande partie qui n'est pas visible et qui est tout aussi impactée par les cyberattaques. Merci. Donc, pour moi, un point d'attention, c'est les risques spécifiques auxquels les entreprises africaines sont exposées. La paralysie des systèmes informatiques, l'interruption des opérations, on ne peut plus travailler. Un site qui ne répond pas, une usine qui est à l'arrêt, une banque qui ne peut pas travailler, c'est important. Opération arrêtée. Les pertes financières, soit parce qu'on paye des rançons, soit parce qu'on ne peut plus produire son activité, soit parce qu'on a des services qui sont arrêtés, les gens ne peuvent plus travailler pendant des semaines, on ne peut plus accéder, on ne peut plus vendre ces produits, donc les pertes financières sont colossales. Il y a l'image qui est dégradée, parce que quand on le sait, on a beaucoup moins confiance. Si ma banque me dit qu'elle s'est fait attaquer, je vais revoir un peu où j'ai mis mon argent, parce qu'on perd un peu confiance. On se dit, si une banque n'a pas pu se protéger, c'est inquiétant. Et les banques se font attaquer, vous avez vu tout à l'heure, elles sont aussi victimes que les simples entreprises parce que les attaquants attaquent tout le monde. La réputation en prend un coup, une banque s'est fait attaquer, elle traîne ça comme un fardeau pendant des années. Les concurrents s'en servent pour dire, ah, la banque d'à côté s'est fait attaquer, vous êtes au courant? Donc, en termes de réputation, c'est très mauvais pour le business quand on se fait attaquer. Également, la perte de confiance des clients, des partenaires. Les partenaires qui ont signé des contrats avec des entités qui se font attaquer, des banques attaquées ou des institutions attaquées, pardon, eh bien, on perd confiance et on ne peut plus travailler avec elles. On résilie des contrats, on attend la fin des contrats pour aller voir ailleurs. Donc, perte de confiance des clients, des partenaires, c'est moins d'activité, c'est moins de chiffre d'affaires, c'est moins de business, et donc c'est une activité qui peut s'arrêter rapidement. Et les chiffres montrent ici en Europe que 6 mois après une cyberattaque, une entreprise sur deux met la clé sous la porte. 6 mois après. Clé sous la porte. C'est catastrophique. On n'a pas les chiffres de ce niveau aujourd'hui sur les remontées qu'on a dans les rapports par rapport aux entreprises africaines, mais aujourd'hui en Europe, 6 mois après une attaque, une entreprise sur deux met la clé sous la porte. Ça n'a pas pu se relever, elle n'a pas pu renouer le contact avec ses clients et ses partenaires, elle a perdu ses informations critiques, son image est dégradée, elle perd ses clients, ses partenaires, donc au bout de 6 mois, elle met la clé sous la porte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à avoir en tête. Ensuite, pourquoi investir dans la cybersécurité? Pourquoi il faut le faire? Parce que ça permet déjà de protéger son activité, son cœur d'activité, c'est important, de protéger sa souveraineté. Quand on est une banque, quand on est un État dont le ministère des Finances est attaqué, on perd sa souveraineté. Quand on est une institution financière ou un centre, un établissement de l'électricité d'un pays qui est paralysé parce qu'il n'y a plus de courant pendant 3 semaines, parce que les centrales électriques ont été attaquées, etc., on perd sa souveraineté. Et ça, c'est important. Quand on investit dans une activité, on met de l'argent, et si on ne peut pas travailler, eh bien on investit pour rien. On a perdu son investissement. Et ensuite, c'est
la cybersécurité permet de renforcer la confiance. Une entreprise qui est certifiée, certain degré de certification, qui a formé ses équipes, qui a démontré à ses partenaires qu'elle est protégée, que les mails sont sûrs, ce site web est protégé et renforcé, eh bien, on génère la confiance. On sait que l'entreprise avec qui je travaille, elle a mis les moyens en place pour se protéger de manière efficace. On s'attire la confiance. Quand on voit que l'entreprise à côté s'est fait attaquer, mais qu'on n'a pas été attaqué, on peut dire à ses partenaires, à ses clients, moi, j'ai mis en place telle politique de sécurité en interne, j'ai mis en place telle action de sécurité, tels outils, etc. Et je me protège. Donc, ça, c'est l'élément de confiance qui est important pour le business. Et enfin, c'est un avantage concurrentiel. Quand vous allez répondre à un appel d'offres étatique ou privé, dire que moi, j'ai en place telle solution de sécurité en place, tels outils, telle organisation, ça crée la confiance. Et celui qui va dire, moi, je me suis fait attaquer il y a quelques mois, et bon, vous connaissez un peu le résultat à l'avance, il n'exprime pas confiance, donc voilà. Donc, c'est également un avantage concurrentiel de démontrer qu'on investit en cybersécurité, qu'on a un budget de X% dédié à la cybersécurité, que l'on partage cette information avec ses clients, avec ses partenaires, avec ses financiers, avec son écosystème, etc. Et bien, on démontre qu'on est conscient des risques, qu'on fait tout pour protéger la relation avec les partenaires, avec les clients. Donc, c'est un avantage concurrentiel important. Donc, ce n'est pas simplement pour dire je me protège, mais ça permet également d'avoir plus de business en démontrant qu'on est un acteur qui est conscient des enjeux de cybersécurité. Oui, on peut passer à la suite, M. Biao. Donc, le point suivant, c'est quelques typologies d'attaques qui visent les entreprises africaines. Donc, ça me paraissait important de vous donner un peu quels sont les types d'attaques que l'on peut subir aujourd'hui. Donc, les menaces que l'on rencontre souvent, pour appuyer sur avancer, c'est les interruptions des services. On en a parlé précédemment. Les menaces les plus fortes, c'est de dire on va interrompre un service en saturant le service Internet ou l'application Internet ou le réseau informatique avec des requêtes tellement nombreuses qu'il ne pourra pas, il va s'arrêter, il va tomber. Donc ça, c'est la menace principale aujourd'hui, c'est qu'on sature des systèmes informatiques pour les rendre indisponibles. Le deuxième canal, c'est les malwares. C'est vraiment ces programmes malveillants que l'on récupère, qu'on télécharge, qu'on récupère via des pièces jointes, en cliquant sur des liens, en allant sur des sites web, par exemple, eh bien, on récupère des malwares qui sont dévastateurs. Il y a le phishing, l'hameçonnage, c'est le moyen le plus facile d'appâter les gens via la messagerie parce qu'on met des liens sur des cadeaux, des informations intéressantes, des sites attractifs, des choses qu'on a gagnées, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment un canal facile qui est un canal, le plus important canal d'accès pour les attaquants, le phishing. Parce qu'on n'est pas toujours vigilant, on est souvent fatigué, on n'est pas prudent, on dit tiens, c'est intéressant, ça me parle, ça me dit quelque chose, on ne fait pas attention, on clique sur un lien et puis après, on atterrit sur un formulaire qui demande de renseigner quelques informations pour accéder à d'autres sites, d'autres informations. Et après, on laisse des informations, on laisse des traces, on télécharge des fichiers, etc. Et c'est comme ça qu'on se fait compromettre. L'autre point, c'est la partie authentification. Aujourd'hui, les authentifications, c'est un vrai sujet. Les mots de passe multiples, simples, basiques, répétés, aussi bien dans le monde privé que le monde public, professionnel, pardon, sur les réseaux sociaux, à la maison, pour son compte bancaire, etc. Ça, c'est un vrai risque. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à avoir des mots de passe robustes, à retenir, pour utiliser des outils de gestion de mots de passe. Donc, ils mettent des mots de passe plus ou moins compliqués, mais c'est plus ou moins compliqué pour eux. Pour un système informatique, ce n'est pas compliqué du tout. Des chiffres, des lettres, des chiffres et des lettres, les souris minuscules, ce n'est pas assez. De 4 caractères, 6 caractères, on ne verra pas la suite, ce n'est pas assez. Donc, ça, c'est vraiment un vrai sujet parce que les gens trimballent sur plusieurs environnements des mots de passe, les mêmes mots de passe par facilité, et c'est comme ça qu'ils propagent le risque. Dès lors que sur un site, ils ont mis un mot de passe qui est simple, qui n'est pas compliqué, et le site se fait hacker, parce qu'on a fait des courses chez un vendeur, chez un opérateur télécom, ou chez un vendeur, un distributeur, un magasin, pour avoir des coupons de réduction, des choses comme ça, eh bien, ils sont attaqués, on récupère votre mot de passe, et c'est le même, on va voir sur votre adresse email, votre compte Gmail, votre compte, etc., pour le rejouer, et si c'est le même mot de passe, il y a des chances que ça passe. Donc, c'est un vrai sujet. Ensuite, l'ingénierie sociale, on en a parlé précédemment, c'est quand même un vecteur d'attaque important, c'est récupérer les informations des gens, que les gens publient volontairement sur Internet. Et ça, c'est la matière première pour les attaquants. L'autre point, c'est les failles persistantes. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui ont des systèmes d'information qui ne sont pas toujours mis à jour. Mais pas toujours à jour leur poste de travail, le système Windows ou Linux, leur navigateur Internet, leurs applications importantes. Et du coup, ces applications ont des failles qui sont parfois révélées quelques mois après. Et après, si ce n'est pas mis à jour, les attaquants peuvent s'en servir. Donc, il y a des faiblesses, des failles. Dans tous les logiciels, il y en a. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Tous les logiciels qu'on a aujourd'hui sont potentiellement dotés de failles.
Parce que quand ils ont été conçus il y a 3 ou 6 mois, les attaquants n'avaient pas encore trouvé la parade. Donc, ce qui était valable il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 2 ans, peut désormais s'avérer être vulnérable parce que les attaquants ont trouvé un moyen de contourner les systèmes en place. Et désormais, ce qui était fiable et sécurisé en janvier 2024, il est plus en décembre 2024. Ces attaquants ont trouvé la parade pour désormais contourner une sécurité. Okay, donc ça, les mises à jour, c'est très important. Il y a ensuite ce qu'on appelle les exploits 0D. Tout simplement, ça veut dire simplement que ce sont des attaques qui ne sont pas encore identifiées. Je m'explique. Un éditeur logiciel de paye, développeur logiciel, qui vous vend, qui vous met à disposition dans le cloud, en mode SaaS, comme on dit, vous en servez, et il le vend, il le commercialise. Il pense qu'il est robuste, mais il n'est pas robuste. Parce que les attaquants qui ont acheté la solution, qui ont accès à le logiciel, regardent comment il a été conçu et développé et codé. Il peut découvrir dans le code du logiciel de paye, de RH, qu'il y a des facilités parce que c'était mal codé. Du coup, on peut prendre le contrôle du serveur, du site web. Donc, cette faille-là, les attaquants, ils ont découvert la faille sur le logiciel de paye, mais l'éditeur n'est pas encore au courant. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils accèdent à toutes les entreprises qui ont ce logiciel-là pour pouvoir voler la donnée, ou alors détruire la donnée, etc. Ce qu'on appelle attaque vulnérabilité 0D, c'est-à-dire c'est connu par les attaquants, mais pas encore par l'éditeur. Et dès que l'éditeur le découvre, soit il est trop tard parce que ça a été exploité par les attaquants depuis quelques temps. Donc, c'est un peu ça le truc qu'on entend par 0D. C'est une vulnérabilité qui était connue par les attaquants, mais pas par l'éditeur de la solution en lui-même. Et enfin, il y a les objets connectés. Donc, tout ce qui est... Aujourd'hui, on est dans un monde connecté, hyper connecté. On a tous des mobiles, des capteurs, des téléphones, des montres connectées, des balances connectées, des lunettes connectées, des stylos connectés, des caméras connectées, des enceintes connectées, des cuisiniers connectés, des frigos connectés. Bref, on connecte tout. Et du coup, ça sont les points de vulnérabilité. Parce que souvent, c'est pas assez sécurisé. Ça vient de Chine. C'est souvent des protocoles basiques. C'est souvent assez élémentaire. Et c'est pas souvent bien connecté, bien protégé. Et enfin, les sites web qui sont parfois également des sites qui vous permettent font croire que vous avez gagné quelque chose. Il faut télécharger des documents, des fichiers, des applications, etc., qui sont souvent des applications compromises, malveillantes. Une fois téléchargées, après, peuvent s'exécuter sur votre poste de travail pour accéder à votre système d'information ou vos données. Donc, voilà un peu des menaces aujourd'hui. J'ai mis en gras les 4 principales qui sont celles que les attaquants utilisent le plus souvent pour pouvoir attaquer les entreprises. Très bien. J'ai fait un petit zoom sur les mots de passe. Ça me paraissait important de vous montrer qu'aujourd'hui, un mot de passe de 4 caractères, bon, ça c'est décodé instantanément par les outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Un mot de passe de 6 caractères également, qui comprennent des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Et bien aujourd'hui, il est cassé en 4 secondes. 4 secondes, 6 caractères. Et un mot de passe de 8 caractères aujourd'hui, 8 caractères, qui comprend que des chiffres, il est fait instantanément. Et même s'il comprend des chiffres, des caractères en minuscules, des caractères en majuscules, des symboles spéciaux, des étoiles, des dièses, des choses comme ça, eh bien, c'est craqué en 7 heures. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les mots de passe, ce n'est pas une petite affaire. Un mot de passe de 8 caractères avec des majuscules, minuscules, chiffres, symboles spéciaux, eh bien, une application d'IA le craque en 7 heures. Il laisse le matin, à 8 heures, à 15 heures, le mot de passe est craqué. Donc, quand on vous demande de mettre en place des mots de passe robustes, c'est pas parce que c'est pas pour faire joli, c'est parce qu'aujourd'hui, certaines applications qui sont pas protégées comme il faut peuvent être accédées et on peut craquer le mot de passe en très peu de temps. Donc, ça, c'est une des conséquences de l'IA. Ça, c'est en 2023. Donc, vous imaginez qu'en 2024, j'ai pas encore les chiffres. Ça a craqué, ça sera plus 7 heures, ce sera peut-être 2 heures ou 1 heure. Voilà. Et ça va aller crescendo. Donc, les mots de passe, vous avez vu qu'un mot de passe de 12 caractères déjà, il faut 30 000 ans pour le casser. Bon, 12 caractères, il faut 30 000 ans. Les hackers n'ont pas le temps à perdre, n'ont pas 30 000 ans à chercher à casser un mot de passe. Donc, ils vont passer au suivant. Déjà, un mot de passe de 9 caractères, déjà, c'est 2 semaines. 2 semaines, les attaquants n'ont pas le temps. Ils vont aller voir ailleurs. Ils savent pas ce qu'ils vont trouver, ils vont pas s'acharner sur un poste de travail pendant 2 heures, 2 semaines pour craquer le mot de passe. Donc, je résume sur ce point. Le mot de passe, c'est très important. 6 caractères, c'est rien du tout. 8 caractères, c'est pas assez. Il faut passer à plus de 8 caractères. 9 caractères ou 10. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un élément important et on peut les craquer assez facilement. Oui, on peut avancer, M. Biao. Donc, comment renforcer la cybersécurité? Donc, quelle approche? Donc, ce que je propose, c'est une approche en 3 étapes. Première chose, pour se sécuriser, c'est d'être sensibilisé. Sensibilisé.
Ensuite, il faut auditer. Ça veut dire quoi? Il faut mesurer où est-ce qu'on en est. On ne sécurise pas comme ça pour se sécuriser. Ça va, on veut sécuriser quoi? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme solution? Qu'est-ce qu'on a comme périmètre à protéger? Et enfin, on se protège. Donc, la protection des entreprises aujourd'hui passe par ces deux étapes préalables. C'est d'abord sensibiliser les personnes, les managers, la direction générale, les chefs d'entreprise, les salariés, auditer son périmètre, savoir je vais me protéger de quoi. Je reviens une fois de plus, quand on est 10 salariés, on est 3 salariés, on a 2 PC, 3 serveurs, on peut se dire, bon, je suis tranquille, je sais ce que j'ai, c'est vrai. Quand on a 100 salariés, 1000 et au-delà, il faut savoir, je protège quoi? Quel est mon état des lieux? Donc, la bonne approche, c'est d'abord sensibiliser les humains, ces humains qui ouvrent les portes, qui créent des failles, qui ne se comportent pas de manière toujours habile, par négligence, par ignorance, par imprudence, peu importe. Donc, c'est les personnes qui vont créer des vulnérabilités, il faut les sensibiliser. Ensuite, il faut voir quel est l'état des lieux de son informatique. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut protéger? Et ensuite, on se protège. OK? Ensuite, donc, la sensibilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en place des outils pour impliquer la direction générale. Si les chefs ne donnent pas l'exemple, si les chefs d'entreprise ne donnent pas l'exemple à ses salariés, il va pas leur dire faites attention, moi je m'en fous, mais faites attention. Ça ne marche pas. Donc, il faut absolument que les dirigeants, les chefs d'entreprise, les managers soient impliqués pour pouvoir se protéger. Ensuite, il faut expliquer et créer une culture du risque cyber. Excusez-moi, Monsieur Biao, pour revenir vite fait. Il faut expliquer la culture du risque. Qu'est-ce qu'on risque? Comment ça marche? Il faut donner les bonnes pratiques. L'usage des clés USB, les accès Internet, l'ingénierie sociale, ne pas aller sur Internet faire n'importe quoi. Il faut s'adapter au contexte métier. Selon qu'on a affaire à des cadres, des techniciens, des ouvriers. On ne parle pas le même discours, on ne tient pas le même discours. Ils sont tous des points d'accès de risque, mais il faut s'adapter à qui on a affaire. Et ensuite, il faut former les gens régulièrement. La cyber, ça va très vite. Il faut se former continuellement pour être à niveau par rapport à la cybersécurité. Donc, le premier élément, c'est ça. C'est sensibiliser les personnes de la direction générale jusqu'aux techniciens, aux cadres, aux ouvriers de l'entreprise, pour qu'ils aient conscience que cliquer sur un lien peut engendrer un risque majeur pour l'entreprise. Ensuite, on peut avancer, M. Biao. Ensuite, il faut auditer l'entreprise. Ça veut dire quoi? Premièrement, c'est identifier ces éléments critiques. Quelles sont mes applications métiers que je veux protéger? Quels sont mes systèmes informatiques qui sont vitaux pour moi? Quels sont mes équipements essentiels? Les serveurs, les routeurs, les applications de paye, les applications de production, etc. Donc, identifier dans un premier temps quels sont vos protégés. La messagerie, mon Internet, etc. Deuxième point, il faut mesurer ce niveau de sécurité. Il faut le mesurer. Il faut faire des audits pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on est propre? Est-ce qu'aujourd'hui, mes systèmes sont à jour? Et pour ça, on fait des audits de sécurité. On fait des tests d'intrusion sur les sites web. On analyse les vulnérabilités, savoir si mes systèmes sont bien patchés, sont bien à jour. J'ai tous les plugins qui vont bien sur mes navigateurs, sur mes serveurs de fichiers, dans le cloud, chez moi, etc. On peut mener des campagnes de phishing pour voir si les salariés sont bien au fait des bons réflexes, ils ont les bonnes habitudes, etc. Donc, il faut mesurer son niveau de sécurité avant de faire toute action de protection. Sinon, on protège n'importe quoi ou ce qui n'est pas prioritaire. Donc, il faut auditer le système d'information et mesurer le niveau. Ensuite, on peut avancer, M. Biao. Il faut définir un plan d'action. Une fois qu'on a fait cette cartographie de qu'est-ce qui est critique pour moi, quel est mon niveau de sécurité, je mets mon plan d'action. Je vais commencer par ça, telle application, tel système, tel équipement, etc. Et ensuite, il faut prévoir du budget. Parce que la sécurité, on en a parlé au départ, c'est un coût. Sécuriser à zéro coût, ça n'existe pas. Donc, il faut prévoir un budget raisonnable. Et d'où l'intérêt justement d'identifier en amont les éléments critiques pour savoir, je vais commencer par telle application métier importante pour moi. C'est là où j'ai le plus de risques, donc je vais commencer par ça. Ça, je peux faire l'année prochaine, ça dans 2 ans ou dans 6 mois. Donc, ça permet d'avoir un budget raisonnable et pas dire je dois sortir des millions. Non, je peux sortir des sommes raisonnables pour commencer par ce qui est plus important pour moi. Et après, je vais faire le reste dans le deuxième temps. Donc, le plan d'action est important. Pour le mettre en place, il faut d'abord faire un audit préalable, savoir qu'est-ce que je mesure comme risque, qu'est-ce que j'ai comme risque, qu'est-ce que j'ai comme application à protéger. Quel est mon niveau de sécurité? Et après, par quoi je commence et qu'est-ce que je mets comme budget face à ça? Donc, ça, c'est la bonne démarche. Et ensuite, on peut donc passer à la phase de protection. Et pour se protéger, il faut avoir une politique de sécurité claire parce qu'on ne protège pas tout au même niveau. Comment est-ce qu'on accède au système d'information? Il faut avoir des politiques claires pour dire aux salariés comment est-ce qu'on va accéder au système d'information en présentiel, en distanciel, etc.
Comment est-ce qu'on va partager des informations avec les parties tiers? Comment est-ce qu'on va se protéger contre les malwares? Les anti-malwares, comment on va les gérer? Comment on va protéger son réseau? Si j'ai un réseau qui est segmenté, je peux dire, si je me fais attaquer, je vais perdre une partie de mon réseau, mais pas tout mon réseau. Donc ça fait partie des politiques à mettre en place. Comment on va gérer les sauvegardes? On les fait tous les jours, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois. Est-ce qu'elles sont opérationnelles ou pas? Comment est-ce qu'on protège, on gère les projets? Quand j'ai un projet, je dois penser à la sécurité tout de suite, pour ne pas qu'il y ait des trous de sécurité dans mon projet. Donc ça, il faut avoir des politiques de sécurité. On peut avoir une seule. L'idée, c'est qu'on peut également avoir plusieurs politiques sur les malwares, sur les accès, sur les sauvegardes, etc. Donc, ça vous d'identifier ce qui est important pour vous dans un premier temps. Mais il faut avoir des politiques de sécurité, pas des politiques. Sans politique, on configure tout n'importe comment, on achète tout n'importe quoi, on dépense de l'argent, puis après on dit ça ne marche pas, je ne suis pas assez protégé. Parce qu'on n'a pas des politiques de sécurité qui sont bien définies. Donc, la première étape, c'est les politiques de sécurité à mettre en place pour savoir je protège quoi, de quelle manière. Ensuite, il y a le cadre réglementaire. Internationaux, tout ce qui est ISO 27001, c'est bonne partie de cybersécurité, la GDPR en Europe sur les données personnelles, NIS2 également. Il y a des lois, des règlements nationaux pour qu'on puisse être soumis dans le programme militaire, le domaine de santé. Il y a des réglementations sectorielles pour le secteur financier, le secteur bancaire, etc., le secteur du monde industriel. Donc, les entreprises sont parfois soumises à des contraintes réglementaires. Les banques, par exemple, tout ce qui est PCI DSS, c'est tout ce qui est le système de paiement. Les banques sont obligées d'avoir des certifications dans ce domaine-là. Tout ce qui est lié au secteur financier et bancaire, même chose. Tout ce qui est lié au domaine de santé, même chose. Donc, vous êtes parfois soumis, obligés de respecter, en tant qu'entrepreneur, de respecter les règlements de votre secteur d'activité. Et ça, vous devez le faire. Vous n'avez pas mettre de l'argent pour protéger un produit qui n'est pas nécessaire. Vous êtes obligé d'avoir des règlements, des certifications techniques qui vous imposent de sécuriser vos flux financiers, vos flux de santé. Donc, votre effort va porter sur ces obligations réglementaires. Vos budgets vont porter sur des outils qui permettent de répondre à ces obligations réglementaires. Donc, c'est une démarche qu'il faut avoir en tant que chef d'entreprise. Ensuite, il peut être nécessaire dans certains cas de souscrire à des cyberassurances. Vous dites aux cyberassureurs, voilà, je prends une assurance cyber, si je me fais attaquer, on me demande une rançon, vous payez pour moi. Comme une assurance véhicule, c'est une assurance cyber. Et enfin, il faut trouver des partenaires, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Il faut parfois des partenaires, des prestataires, des infogérants, des experts qui vous accompagnent dans certains cas de figure, etc. Donc, ça, c'est la protection d'entreprise. Politique, cadre réglementaire, cyberassurance. Et ensuite, on passe à la partie technique. La partie technique, c'est de dire, on va configurer des solutions qu'on appelle la sécurité en profondeur, plusieurs niveaux. D'abord, du périmétrique. J'ai parlé précédemment des équipements qu'on appelle les pare-feux, qui sont des équipements périmétriques qui permettent de filtrer les flux, comme une box Internet, une box Orange, etc. Les flux entrants et sortants. On peut mettre des équipements de protection qui gèrent la messagerie qui rentre, qui sort, les accès Internet qui rentrent, qui sortent. Ça vérifie tout ça. On peut également protéger les terminaux, les postes de travail, les serveurs, les objets connectés, etc. Ensuite, le réseau. Il faut cloisonner son réseau. Si on se fait attaquer sur un bout de réseau, on ne perd pas tout. Si on a un réseau qui est ce qu'on appelle un réseau à plat, si un attaquant passe sur le réseau, il a accès à tout le réseau de manière entière. C'est dangereux. Donc, on peut également mettre en place ce qu'on appelle la segmentation du réseau. On fait des segments dans le réseau comme ça. Si on est compromis sur un segment, l'attaquant n'a pas accès au reste du réseau. Donc, on peut continuer à travailler. Il faut également avoir des politiques d'authentification qui sont robustes. On en a parlé tout à l'heure. Des authentifications fortes, des mots de passe robustes. Ça, c'est important. Si on met des mots de passe de 4 caractères, tout le reste va s'effondrer parce qu'un attaquant va accéder à tout très facilement. Les sauvegardes. Quel outil de sauvegarde on met en place? Comment on les configure comment? On les met en place comment? On les paramètre comment? Ça fait partie du travail de sécurisation d'une entreprise. Les mises à jour. Il faut mettre à jour ces systèmes, ces applications, ces logiciels régulièrement pour éviter les vulnérabilités qui ne sont pas corrigées. Et on peut aller plus loin en mettant des centres de surveillance, ce qu'on appelle les centres de surveillance opérationnelle, c'est-à-dire une entreprise qui peut vous dire, moi je suis votre informatique, vous payez tous les mois un certain montant, et moi je gère toute votre sécurité. Je surveille vos équipements, vos accès Internet, votre messagerie, vos PC, vos serveurs, et si je détecte une attaque, une menace, je suis capable de réagir et de vous protéger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les centres de sécurité opérationnelle, des SOC. C'est des entités qui ont pour capacité de suivre et de suivre votre réseau informatique, vous travaillez, et elle regarde tout ce qui se passe, vos serveurs, vos équipements réseau, vos systèmes, vos applications, et puis elle voit et détecte le moindre alerte, le moindre comportement suspect, et elle peut dire, tiens, là, il y a une attaque en cours, il y a un ransomware qui se propage, dont je peux bloquer le poste de travail, etc., ou l'isoler. Et enfin, il faut mettre en place des plans de reprise d'activité. Si jamais je me fais attaquer, parce que, comme on dit dans le monde de la cybersécurité, on ne dit plus, est-ce que je vais me faire attaquer? On dit plutôt,
quand est-ce que je serai attaqué? Parce qu'on va se faire attaquer tôt ou tard, de manière plus ou moins douloureuse, mais ça va arriver mécaniquement. Donc, il faut prévoir, si jamais je me fais attaquer, comment je réagis. Il faut mettre en place des plans de reprise d'activité, de réponse aux incidents. Si je me fais attaquer, comment est-ce que je fais pour repartir? Est-ce que j'ai mes sauvegardes? Elles sont à quel endroit? Elles sont protégées? Elles sont chiffrées ou pas? Et ensuite, les PRA, PCA, les plans de reprise d'activité, c'est-à-dire des exercices que les entreprises mettent en place pour s'assurer que si jamais elles perdent une application critique, elles peuvent travailler. Ce sont des entraînements réguliers qu'elles font. Les banques le font régulièrement. Les entreprises de la finance le font. Les États le font aussi. Les entreprises quelconques le font pour s'assurer que si jamais je me fais attaquer, je suis paralysé complètement. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, elles s'entraînent avec ces plans de reprise d'activité pour être sûr que si jamais elles sont attaquées, partiellement ou totalement, elles peuvent quand même redémarrer sans être pénalisées et payer et avoir des conséquences très dommageables. Donc, voilà un peu le point sur la partie protection. Et enfin, dernière ligne, Monsieur Biao, revenez une petite seconde, s'il vous plaît. Toutes ces actions de protection, il faut les simuler, les tester régulièrement. On en a parlé au départ. On est protégé en janvier, on l'est peut-être un peu moins en mars, parce qu'il y a des vulnérabilités qui apparaissent entre-temps, et des failles qui sont découvertes entre-temps, et les hackers sont de plus en plus malins, sont de plus en plus automatisés, etc. Donc, il faut tester régulièrement pour être sûr que ce qu'on a mis en place est toujours d'actualité. Donc, on ne se protège pas une fois pour toujours, on se protège une fois et on vérifie qu'on est toujours protégé au fil du temps. Voilà. Vous pouvez passer à la suite, M. Biao. Donc, j'en ai fini sur la méthodologie. Est-ce que votre attention? Ensuite, est-ce qu'il y a des questions? Je remercie Monsieur Jean-Michel Zengueze pour sa présentation qui, je suis sûr, a suscité beaucoup d'intérêt. Je retiens donc de ce brillant exposé que protéger nos entreprises africaines de nos jours des cyberattaques est une approche multidimensionnelle. À cet effet, un certain nombre de leviers d'intervention ont été cités par le communicateur. L'écosystème africain de cybersécurité, bien qu'étant jeune, il est bien possible donc de bâtir une résilience collective face aux menaces croissantes. Nous allons donc à présent recueillir les questions des participants en ligne. Le principe est simple. Si vous souhaitez poser une question, vous levez la main. Une fois que vous êtes désigné, vous activez votre micro, vous posez votre question, vous désactivez ensuite le micro. Ceux qui le souhaitent également peuvent envoyer leurs questions dans le chat. À présent, ceux qui veulent poser des questions peuvent lever leur main et on va leur donner la parole. Ensuite, permettre à M. Jean-Michel de répondre à leurs questions. Je vous remercie. Vous verrez complètement en haut une main qui est présentée. Vous cliquez sur cette main-là et nous, à notre niveau, nous allons pouvoir identifier ces mains levées. Nous allons essayer d'activer votre micro et vous prendrez la parole. Vous avez, disons, je dirais, cette fois-ci, nous vous donnons l'occasion donc de pouvoir lever vos mains et ensuite on va vous désigner. On suppose donc que la présentation de M. Zengueze est tellement bien faite, bien parfaite, que vous n'avez vraiment pas de préoccupation. De toutes les façons, hein, on va demander sa permission pour partager avec vous sa brillante communication. Mais avant ça, il doit certainement avoir des préoccupations qui, depuis de longs mois, en rapport avec la thématique, vous touchent beaucoup, auxquelles vous voudrez quand même avoir des éclaircissements. C'est le lieu donc pour vous de poser ces questions.
Bon, apparemment, c'était clair, s'ils ont tout compris. Désolé si j'ai parlé un peu vite, j'essaie de rattraper le temps perdu. Et comme j'ai une contrainte aussi dans pas longtemps, donc, mais s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas, si je peux apporter quelques éclaircissements. Merci à vous. Oui, Monsieur Bello Monsieur Bellard. qui remercie, voilà, d'ailleurs, pour la belle présentation. Merci à vous, Monsieur Bello. Monsieur Bellard, merci. Oui, Oui, nous Monsieur avons Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye qui a levé la main. Nous allons autoriser votre micro. Donc, de votre côté, vous pouvez donc activer votre micro. Allez-y, Monsieur Karimo Abdoulaye. Voilà. Oui, bonsoir Monsieur Biao, Ayo Job. Je vous remercie pour cette initiative de la CCIB de nous informer, de nous sensibiliser. Et je remercie particulièrement le communicateur, Monsieur Jean-Michel, pour sa brillante présentation. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. On vous Ma entend parfaitement. question. Merci. Alors, ma question, c'est par rapport aux différentes relations que peut y avoir entre un expert en cybersécurité comme vous et un spécialiste de la protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire peut-être des DPO dans des entreprises. Je suis plutôt, moi, un passionné des deux sujets. Et d'après votre présentation, je comprends simplement que la cybersécurité participe en fait à la protection des données à caractère personnel. Est-ce à dire aussi que le second volet de la question, qu'un DPO doit nécessairement avoir des, euh, des compétences, des fondamentaux en cybersécurité. Donc, voilà, c'était mes préoccupations. Très bien. C'est une très bonne question, monsieur Karimou. Le DPO travaille en étroite collaboration avec. DPO, c'est Data Privacy Officer, pour ceux qui sont peut-être moins familiers que vous sur le terme. C'est la personne qui est en charge des données personnelles de l'entreprise. Donc, c'est la personne qui valide, qui traite, qui qualifie tous les sujets qui sont liés au traitement des données personnelles. Et le sujet, c'est de dire, dans certains sujets, dans certains projets, dans certains métiers, certaines activités, chaque fois que les données personnelles seront concernées, parce que dans l'application, il y aura des données personnelles, des adresses, des noms, des numéros de téléphone, des choses comme ça, qui sont liées à la personne, le DPO devra s'assurer que c'est conforme à la législation, à la loi. Et dans le cas où ces données ne sont pas personnelles, il n'est quasiment pas sollicité. Il intervient uniquement sur sollicitation des équipes IT, de cyber, si jamais, sur un projet, sur un service, sur une application, on va demander, on va utiliser des données à caractère personnel. Dans ce cas, lui, il intervient pour dire, attention, où est-ce qu'elles sont stockées, par qui va les utiliser, comment, est-ce qu'on peut les modifier, est-ce que c'est bien sauvegardé, c'est bien chiffré, etc. Donc, il y a effectivement une étroite relation entre les équipes de cybersécurité classiques, je dirais, et le DPO. Et ce dernier est activé souvent, il intervient en amont des projets pour s'assurer que, dans le cadre du projet qui va être réalisé, de l'activité qui va être réalisée, les données à caractère personnel sont conformes à la législation. Donc, c'est vraiment une forme de censeur pour pouvoir mettre le curseur en disant attention, prenez en compte tel élément parce que là, il y a des données d'un formulaire qui va comprendre les données utilisateurs. Où est-ce que les données vont aller? Elles sont stockées où après? Elles sont chiffrées ou pas, etc. Donc, voilà un peu le type de relation qu'ils mettent en place. Donc, le dépôt n'a pas besoin d'être un expert cyber, il est un expert de la donnée, de la data. Il va savoir la data qui a été collectée, c'est la carte personnelle, où est-ce qu'elle est mise, comment est-ce qu'elle est gérée, comment est-ce qu'elle est protégée, comment est-ce qu'elle est exploitée, etc. Donc, voilà un peu cette interaction intelligente, mais il n'a pas besoin d'être un expert de la cyber, de la protection des clouds, de la protection des chiffrements, de la protection des postes de travail, etc. Ce n'est pas son métier. Mais lui, dès lors que ces sujets de données sont concernés, il intervient pour dire on est bon, on n'est pas bon, attention, prenez tel critère en compte ou pas. Merci à vous, Monsieur Jean-Michel. Nous espérons quand même que Monsieur Karimo Abdoulaye a obtenu quelque peu de satisfaction à sa préoccupation. Et nous avons également Monsieur Bélor Gaounoto, pardon, qui dans le chat a voulu savoir, disons qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, comment est-ce que les entreprises en fait peuvent anticiper?
C'est-à-dire, je voudrais que vous nous parliez un peu de la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle, qui est Ah, vraiment d'actualité. ça Alors, nécessite pour lui, il voudrait un savoir. webinaire à part. Ça nécessite un webinaire à part. D'accord, C'est un sujet très compliqué. En quelques mots, je dois partir. J'ai une réunion à 18h, Monsieur Biao, malheureusement. On n'a pas eu beaucoup de temps, d'accord. malheureusement, pour moi. Ça m'embête. Mais je vais dire un petit mot quand même pour monsieur Noumen. Non, Garonouto. monsieur Ganuto, autant pour moi. D'accord, L'intelligence artificielle aide aussi bien les attaquants que les entreprises. Aujourd'hui, dans l'IA, on a des outils de cybersécurité qui permettent de détecter les menaces de manière beaucoup plus rapide et plus efficace. Donc, on peut détecter des centaines d'attaques, voire des milliers d'attaques, sans intervention humaine, parce qu'on a mis en place des algorithmes qui permettent de détecter les comportements suspects, des programmes malveillants et anticiper la menace avant qu'elle se produise. Donc, ça aide à réagir avant les attaques. Donc, c'est ça une véritable avancée. Et de la même manière aussi, c'est ça le deuxième côté, le deuxième revers de la médaille, c'est que ça permet également aux attaquants de mener des attaques beaucoup plus impactantes, beaucoup plus violentes et beaucoup plus fortes. Donc, c'est un peu un combat permanent entre l'IA offensif et défensif. Donc, voilà, ça apporte beaucoup de plus-value aux défenseurs, mais aussi aux attaquants. Donc, on pourrait faire un webinaire dessus, mais ça sert des deux côtés. Et c'est après à chacun de savoir comment tirer parti au plus vite, au mieux, des bienfaits de la cybersécurité. Des outils de l'IA, pardon, par rapport à la cyber. D'accord. Merci à vous, Voilà M. ce que je peux dire. Jean-Michel. On va vous prendre juste 10 secondes pour terminer. Je suis sûr que cette réponse ne va pas trop durer. Il y a un autre qui voudrait savoir s'il existe, selon vous, un logiciel qui, une fois installé en interne, permettra de protéger l'entreprise contre les intrusions ou carrément éjecter, disons, les attaquants. S'il Absolument. existe des logiciels qui peuvent jouer ce rôle-là. Absolument. Il y a ce qu'on appelle des outils de détection d'intrusion, qui sont des logiciels qui permettent de détecter effectivement des accès au système d'information via la messagerie, via Internet, via des échanges de fichiers, qui peuvent les bloquer avant qu'elles agissent. Donc, effectivement, ça s'appelle des IDS-IPS, Intrusion Detection System and Intrusion Prevention System, qui sont des outils spécifiques qui permettent de faire ce travail-là, de détection et de prévention contre les attaques. Très bonne question. D'accord. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a une dernière question, mais nous savons que vous avez une contrainte de temps et je vais peut-être prendre contact avec vous et revenir à M. Karim Abdoulaye pour sa préoccupation. Nous n'allons pas trop vous retenir, M. Jean-Michel. Merci désolé, beaucoup à vraiment, vous. j'ai une contrainte qu'on a démarré un peu tard, mais comme disait M. Biao, on peut refaire une nouvelle réunion s'il le souhaite. S'il le faut, on prendra plus de temps pour un deuxième webinaire si vous le voulez. Mais je peux me libérer pour un point complémentaire si nécessaire. C'est compris. Et nos chefs d'entreprise également sont très flexibles. Donc, ils ont compris très bien votre engagement qui vous attend et que vous devez rejoindre le plus rapidement. Alors, nous sommes donc au terme de ce webinaire que je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Nous remercions donc tous les chefs d'entreprise qui ont pris le rendez-vous. Sachez quand même que la CCI Bénin est toujours là, disponible à vous servir. Prenez donc rendez-vous demain pour le Café Entrepreneur numéro 9 qui portera sur le prix de la qualité et de la performance. N'hésitez donc pas à visiter notre site Internet et tous nos réseaux sociaux ou appeler gratuitement le 114 44 44 pour avoir plus d'informations. Bonne suite de journée à vous. Merci d'avoir été là et à très bientôt, pour ne pas dire à demain pour le prochain rendez-vous. Passez une très belle fin de journée.